Bonsoir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à votre émission Politis. Ce soir, je reçois Dr Kane Hamidou Baba, président du parti MPR, Mouvement pour la Refondation. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Sidi Ahmed. Bonsoir, Monsieur le Président. Sans transition, Monsieur le Président, vous êtes une personnalité connue, donc nous passons directement aux questions-réponses. Monsieur le Président, tout d'abord, comment va le MPR? Eh bien, comme pourrait se comporter ou se porter un parti qui vient de sortir d'un bureau exécutif extraordinaire et qui a vu également, et en même temps, la célébration de son 5e anniversaire et qui, ma foi, a vu également été réconforté par la présence de nos militants de l'intérieur du pays. Vous savez que depuis pratiquement le 31 mars 2014, nous avons procédé à une restructuration du parti sur la base d'un mandat qui m'était donné par le bureau exécutif du parti. Et la restructuration visait donc plus d'efficacité et visait également à faire monter un certain nombre de cadres qui avaient fait leurs preuves au sein donc du parti. En plus, elle devait également tenir compte de l'affluence au sein du parti et également des conséquences plus ou moins directes des élections législatives et municipales auxquelles nous avions refusé bien sûr de participer, pour des raisons sur lesquelles certainement on reviendra. Nous y reviendrons, mais alors, depuis lors, nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler la campagne active de boycott des élections présidentielles. Ensuite, il y a eu cette période de Ramadan, des vacances et consorts. Bon, et c'est maintenant la reprise. Et la reprise coïncide avec le 5e anniversaire du MPR. Et ma foi, nous avons été réconfortés par non seulement la présence des membres du bureau exécutif qui sont à l'intérieur du pays, mais également par des militants qui sont venus assister, participer à l'anniversaire du parti. Et nous sortons donc requinqués et en même temps avec également quelques résolutions fortes, notamment sur la vie du parti d'abord, et nous avons des recommandations précises à cet égard. Sur la situation politique du pays, nous avons une appréciation de la situation politique du pays. Sur la situation également internationale, avec les derniers développements qui sont passés au Burkina Faso, en Tunisie et dans le monde arabe. Oui, nous reviendrons sur les résolutions que vous avez émises. D'accord, et sur également les dures conditions de vie des populations. Donc, et à la clé également, nous avons, à l'occasion en tout cas de cette réunion du bureau exécutif extraordinaire, nous avons tenu à nous organiserons des journées de réflexion sur la problématique de l'unité nationale et de la cohésion sociale dans le cadre d'un état de droit. Voilà. Et je peux dire que le MPR reprend ses activités, prend également de l'envol et réfléchit en même temps à la situation d'ensemble du pays et à certaines perspectives sur laquelle peut-être nous aurons l'occasion aussi de revenir, dont nos velléités, je vais l'appeler ça comme ça, d'élargir le parti et d'arriver à terme à un parti également unifié avec d'autres formations politiques avec lesquelles nous cheminons en ce moment. Très bien. Oui, nous en parlerons aussi de cette coalition, je dirais, vision de votre parti avec Adil et le MR. Oui, c'est plus vaste que cela, mais je reviendrai sur les détails. Très bien. Donc, Monsieur le Président, vous avez été au contact ces derniers mois avec les populations de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui a de plus retenu votre attention lors de vos déplacements? Eh bien, d'abord, je vous dirais que la philosophie du MPR, c'est de ne pas être un parti de knock-shot. Notre philosophie, notre conception politique, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un programme et une direction, mais il faut avoir une base, et la base, elle se recrute à travers donc, les Mauritaniens. Voilà pourquoi nous avons bouclé un cycle de visites à l'intérieur du pays qui nous ont conduits au nord, au sud, mais également à l'est. C'était ma visite, certainement, vous faites allusion à la visite à l'est du pays.
Alors, vous me dites, qu'est-ce qui a le plus retenu mon attention? Eh bien, je dirais, c'est la misère, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est l'extrême difficulté dans laquelle se trouvent nos populations. Et je vais vous dire une anecdote. J'ai été jusque dans l'Est profond, à Fassala Néré. Fassala, oui. À Fassala. Alors, figurez-vous qu'à la tombée de la nuit, au moment où on a envie de se reposer, eh bien, les gens attachent prennent leur véhicule, ou bien attachent leur charrette, leur calèche, et vont à la recherche d'une denrée précieuse, rare, qui est l'eau. Ouais. Ils n'ont pas d'eau. C'est dommage. Et ils vont jusqu'au Mali pour chercher de l'eau. Et tous les soirs, c'est la même corvée. J'étais, je dirais, choqué par cette situation, parce que si on parle de l'indépendance de la Mauritanie, si on parle des potentialités de la Mauritanie, en tout cas, eux n'ont retenu ou ne voient pour l'essentiel que cette corvée de l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. Ça m'a frappé. Deuxième chose qui m'a également frappé, c'est quand j'ai fait la route Bassikounou-Nema. On a l'impression, une très forte impression, qu'au fond, cette zone est restée dans l'histoire coloniale ou précoloniale. Et que l'indépendance, en fait, n'a rien changé. N'a pas apporté grand-chose. N'a pas apporté grand-chose, d'abord en termes d'enclavement, en termes de route, comme vous le savez également, et qu'il n'y a même pas le minimum. Ce sont des pistes et qui peuvent disparaître également au gré, bien sûr, des vents de sable. Mais en même temps, je suis frappé aussi, j'ai été frappé à l'intérieur du pays par les potentialités dont nous disposons, tant du point de vue de la beauté de nos paysages, mais également du point de vue, je dirais même agricole. Alors que traditionnellement, quand on parle d'agriculture, on pense à la vallée, alors que j'ai pu constater qu'il y a en fait des espaces qui se prêtent absolument, qui se prêtent à merveille également au développement agricole. C'est vrai, c'est vrai. Donc, passons maintenant à la question. Le MPR va bien. Alors, pourquoi ce projet de fusion avec d'autres partis comme ADIL et le mouvement MD, quoi? Le renouveau démocratique, vous voulez dire le RD. D'abord, je disais tantôt que ce projet de fusion va plus loin. Il va plus loin en ce sens qu'il concerne au moins une dizaine de partis, membres du forum, qui sont aujourd'hui en discussion dans la perspective, bien sûr, de la création demain d'un parti unifié. Donc, une dizaine de partis. Une dizaine de partis. Sur les 17 partis que compte le FNDU, il y a 10 partis qui sont déjà sur la ligne de départ. Donc, vous voyez bien, ça dépasse le cadre seulement de 3 partis. On peut les connaître parce que jusqu'à présent, il y a que RD, ADIL et vous. Mais encore une fois, je peux vous donner la liste, mais je pourrais vous dire que le parti de Mahfoul Beta fait partie, celui de Hanana également fait partie. Je pourrais vous citer également Dr Horma, je pourrais vous citer d'autres. En tout cas, je vous dis encore une fois, sur les 17 partis que compte le FNDU, il y a 10 qui sont sur la ligne de départ. Combien seront-nous à l'arrivée? Ça se discute, mais en tout cas, l'ambition est là. Les perspectives également sont ouvertes. Alors, vous me dites, pourquoi le MPR? Pourquoi le MPR, est-ce qu'il va bien? C'est peut-être l'une des raisons peut-être pour lesquelles il cherche en fait à fusionner. Non, il peut aller mieux. Il se porte bien, mais nous voudrions qu'il puisse se porter également à merveille. Cela dit, revenons à la situation d'abord du pays. Nous avons un petit pays d'environ 4 millions d'habitants et qui compte déjà une centaine de partis. C'est trop. Et je pense que ce n'est pas utile pour la démocratie. Au contraire, cet émiettement des forces politiques contribue bien sûr à affaiblir également la démocratie. Et bien souvent d'ailleurs, les pouvoirs qui ont comme devise le diviser pour régner utilisent en fait ce genre de situation pour opposer les uns aux autres et puis ou pour détourner certaines parties de leurs objectifs. Bon, il y a également que depuis en réalité la chute du régime autocratique de Taya en 2005, nous sommes dans un processus de décomposition, recomposition politique. Évidemment, ce processus de décomposition, recomposition a été allongé, d'abord par le fait que nous étions dans une situation tout à fait anormale,
où nous avions un parti-État dominant et où nous avions évidemment des partis d'opposition dont la fonction essentielle était d'ailleurs de survivre par rapport au contexte de l'époque. C'est maintenant, c'est à partir de 2005, de la chute évidemment de l'autocratie, qu'on commence à réfléchir en fait à comment renforcer la démocratie, comment l'instaurer en Mauritanie, comment en arriver à un ancrage démocratique. Et là-dedans, bien sûr, les réalités de 2005 ont évolué, ont bougé. Et cela fait aujourd'hui qu'il y a bien sûr une prolifération de partis politiques et en même temps, nous avons une société malheureusement très divisée. Une société divisée, une société où nous observons bien sûr un repli de l'État, en termes en tout cas, je dirais tout simplement de fonction, de mission de l'État, mais nous avons en même temps également des groupes primaires, ce qu'on appelle la famille, la tribu, le clan, l'ethnie, etc. Nous avons des groupes primaires donc, qui reprennent le dessus parce que l'État a déserté. En réalité, c'est beaucoup de ses fonctions. C'est dommage. Et ça ne peut pas ne pas influer sur justement les partis politiques. Et nous sommes dans une phase historique où généralement on parle de personnalisation, quelquefois de personnification de la vie politique et des partis. Nous avons ce phénomène qui est largement et forcément qui est répandu chez nous également. Alors face à cela, nous nous sommes dit que la force se trouve dans l'union. Et nous voulons aussi redonner espoir au peuple mauritanien. Parce que ce que le peuple constate, c'est que la prolifération des partis politiques décrédibilise ces partis et la démocratie. Et qu'au fond, le peuple mauritanien constate également qu'il est plus facile d'acquérir le pouvoir parce que quand on a des galons, plutôt que quand on a un récépissé d'un parti politique. Tout ceci, c'est parce que les partis politiques n'ont pas pu réellement s'imposer sur la scène et il faut préparer cela, il faut tendre à cela. Et encore une fois, nous voulons avoir ce grand parti unifié qui sera bien sûr une force politique électorale, mais qui donnera espoir au peuple mauritanien et qui nous permettra également de jouer toutes ses chances en matière bien sûr d'alternance également politique. C'est cela la grande idée. Maintenant, allons-nous à l'arrivée être 10 partis? À la limite, je dirais peu importe. Si nous sommes déjà 4 ou 5, c'est un progrès, c'est un pas très important. Mais l'idée est là et elle est aujourd'hui assez largement partagée et il y a la motivation qui guide en tout cas les différents membres qui sont regroupés sur une base volontaire, qui sont reconnus et retrouvés à travers bien sûr le FNDU, mais qui ont décidé également de faciliter le travail du FNDU plutôt que d'être là à 17. Peut-être que demain nous serons 8, 9 ou 10 et qu'on n'a pas besoin d'être tous au FNDU. Pourquoi pas à l'image de la démocratie américaine, républicaine et démocrate, d'un parti suffisant. Bon, je ne sais pas si nous avons les mêmes réalités, mais toujours est-il qu'il faut rationaliser. Nous avons tout intérêt à rationaliser, à avoir des partis forts, des partis qui peuvent offrir une chance, qui ont une offre politique et qui peuvent offrir une chance en matière également d'alternance et qui peuvent stabiliser nos institutions. Nous avons intérêt à cela. Très bien. Voilà, on a beau parler du FNDI, pensez-vous que le FNDI qui vient de mettre en place ces structures et de se doter d'un plan d'action est aujourd'hui plus fort, plus dynamique pour aller à l'avant? Bon, il faut d'abord rappeler que le FNDI est une chance pour la Mauritanie, est une chance historique pour la Mauritanie parce que jamais, je dis bien jamais, dans l'histoire politique de ce pays, nous avons pu avoir un large regroupement dans lequel on trouve 17 partis politiques, dans lequel on trouve les principales centrales syndicales du pays, dans lequel on trouve également des organisations des droits de l'homme et dans lequel on trouve des personnalités indépendantes qui ne sont affiliées à aucun parti mais qui ont décidé, sur la base bien sûr des objectifs majeurs du FNDU, de se regrouper et d'essayer également de changer la situation. Le FNDU repose sur 2 jambes. C'est la démocratie et l'unité. Je pense que ce sont les 2 béquilles dont la Mauritanie souffre et dont la Mauritanie a tant besoin. Et donc, vous me parlez des nouvelles structures du FNDU. Bon, à la vérité, elles n'ont pas encore été mises en place, ces nouvelles structures. Mais nous nous sommes engagés dans un processus depuis 3 mois de réflexion intense ayant conduit d'abord à une évaluation
de ce que nous avons fait pendant la première phase du FNDU, c'est-à-dire depuis le 1er mars, date de la création du FNDU, jusqu'à la fin des élections présidentielles. Et nous avons bien sûr tiré les enseignements du travail politique qui a été fait pendant cette période. Nous avons élaboré un plan d'action, une stratégie, et nous avons décidé aussi de renouveler bien sûr nos structures. Et le renouvellement sera achevé sous 48 heures, en réalité, et le FNDU pourra redémarrer sur des bases encore nouvelles. Et donc ce sera quelque part un FNDU deuxième génération. Parce que nous avons sérieusement tiré les enseignements, les leçons du passé, et nous savons également où est-ce que nous voulons aller. Oui, on parle de divergence entre partis politiques dans ce rassemblement qu'est le FNDU. De quoi s'agit-il sincèrement? Écoutez, je pense qu'une certaine presse s'est contentée dans son imaginaire de parler ou d'évoquer des divergences entre tel et tel, comme d'ailleurs à l'époque quand on a entendu aussi que le FNDU ou je ne sais quel parti politique sont partis voir le gouvernement ou sont pour le dialogue ou contre le dialogue, etc. Je pense que c'est de la spéculation, tout simplement de certains journalistes qui, au lieu de puiser à la bonne source, au lieu de venir vérifier au moins leurs informations, se contentent de spéculer. Mais on a parlé de divergence sur les structures. À un moment où nous n'avions même pas abordé ce point. Nous étions sur le programme, sur l'évaluation du programme, c'est-à-dire donc le bilan du FNDU. Nous étions en train d'examiner également notre stratégie et le plan d'action au moment où nous avons entendu par une certaine presse dire qu'il y a de divergences de structures. Je ne sais pas, tel veut être président ou pas, que sais-je encore. Mais rassurez-vous, il n'y a à ce jour aucune divergence par rapport aux structures du FNDU. Naturellement, il y a des concertations, nous discutons en homme responsable. Et ceux qui ont choisi de venir en fait au FNDU ne sont pas venus chercher des salaires. Ils ne sont pas venus chercher donc des postes non plus. Ils sont venus parce qu'ils sont convaincus du recul démocratique certain dans notre pays et ils sont convaincus de la nécessité également de renforcer l'unité nationale de notre pays. Voici les deux motivations de tous les responsables du FNDU. Chacun maintenant peut avoir son approche, peut se dire que peut-être qu'il vaut mieux utiliser telle méthode plutôt que telle autre. Mais sur la question des hommes, il n'y a pas de divergence. Aucune divergence. Il n'y a pas de divergence sur la question des hommes. On parle de remplacement de M. Dabemine par l'un des présidents, soit Ould Mouloud, Ould Daddah et moi vous-même, je crois. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le FNDU comporte 4 pôles. Au moment où nous étions sortis des assises, nous avions décidé que nous allions donner la présidence du FNDU au pôle des indépendants et qu'au tour prochain, il y aura le pôle politique qui prendrait la présidence du FNDU. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur ce schéma, n'ont pas varié par rapport à ce schéma d'ensemble. Et ce que je peux vous dire également, c'est qu'au niveau du pôle politique, il n'y a aucun tiraillement. Et je pense que sous peu, je dirais même sous 48 heures, eh bien, saura exactement. Si c'est une fumée, elle sera blanche et vous la verrez. Espérons le meilleur. Monsieur le Président, vous étiez de la majorité présidentielle à un moment donné, après les présidentielles de 2009, pardon. Et là, vous êtes parti de la majorité vers l'opposition. Quel est le vrai problème de votre déchaînement de la majorité à l'époque? Vous savez, certaines décisions ne se prennent pas qu'en un jour. Elles sont quelque part le résultat d'un processus qui conduit graduellement à prendre bien sûr une telle décision. Vous évoquez là un problème qui commence d'ailleurs à devenir vieux. Oui, mais revenons à l'histoire, c'est toujours l'histoire. Rappelons l'histoire. Mais pour tout vous dire, il faut savoir que je suis venu à la majorité et j'ai beaucoup contribué, certainement à la création même de cette majorité, à la suite de nos journées
de réflexion de janvier 2010. Et il était entendu, déjà dans la déclaration d'orientation de nos journées, il était entendu qu'on devrait mener un certain nombre de réformes. Un certain nombre de réformes. Réformes institutionnelles qui ont été approuvées, adoptées, réformes, je dirais, administratives également, politiques et administratives, et aussi nous étions d'accord, et c'était, je pense, d'ailleurs le deuxième point de la stratégie à l'époque de la majorité, c'est de dire qu'il faut ouvrir le dialogue avec l'opposition. J'ai toujours été un partisan du dialogue, et je l'ai dit ce soir très, très clairement, parce que mes camarades ou anciens camarades de la majorité peuvent le témoigner. J'ai toujours été un partisan acharné du dialogue, et j'ai toujours dit que le dialogue ne doit pas être vécu comme une nécessité, mais comme une forme de civilisation. Et l'une des raisons majeures pour lesquelles j'ai quitté la majorité, c'est bien sûr ce déficit de dialogue. Il vous souvient qu'en 2011, il y a eu le dialogue avec une partie de l'opposition. Les résultats de ce dialogue n'étaient pas, je l'ai dit aujourd'hui encore, comme je le pense, n'étaient pas mauvais. De bonnes décisions ont été prises à ce dialogue. Le principe de créer la CENI, c'était une bonne décision. Le principe d'élargir également le mode de scrutin à la proportionnelle, ça permet à plus d'acteurs politiques d'être présents au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, et du Sénat. Parmi d'autres mesures également, il y a la soumission du Premier ministre à une approbation de l'Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale. Autrement dit, si c'était un test que le Premier ministre a une majorité effective au niveau de l'Assemblée nationale. Et il y a d'autres mesures comme l'interdiction des candidatures indépendantes, également. Bon, et la limitation ou le découragement du nomadisme politique, c'était de bonnes mesures qui avaient été prises lors du dialogue de 2011. Mais une chose est de prendre de bonnes mesures dans le principe, une autre chose, c'est leur application. Et très tôt, je n'étais pas seul, avec mes camarades de ADIL et du Renouveau démocratique, nous étions dans la majorité. Oui, qui sera baptisée l'Alliance patriotique. Très tôt, nous avons senti les insuffisances de ces dialogues. Nous les avons sentis parce que d'abord, une grande partie de la classe politique n'était pas présente également à ce dialogue d'octobre-novembre 2011. Et nous avons, bien sûr, dit ce que nous pensions au sein de la majorité. Nous avons défendu le principe, je ne dirais pas d'un deuxième dialogue, mais en tout cas d'un renforcement de ce dialogue, du premier dialogue, et d'une mise en œuvre. Et d'une mise en œuvre des résultats également du dialogue de 2011. Quand il nous est paru que notre productivité politique était devenue marginale et que nous avions été plus peut-être entendus qu'écoutés, nous nous sommes dit que notre place n'était certainement plus dans la majorité. Il s'y ajoute bien sûr que j'ai été globalement déçu par la gestion des affaires de l'État. La gestion des affaires de l'État au sens large. Il y a bien sûr au plan peut-être même, je dirais tout simplement, des rapports qui devaient être instaurés, à la fois entre acteurs politiques, mais entre l'État et les populations, entre les différents pouvoirs également exécutifs, législatifs et judiciaires. Tout cela fait que, de mon point de vue en tout cas, la bonne gouvernance n'était pas au rendez-vous et la communication n'y était pas non plus. Et la communication, c'est le lubrifiant d'un moteur. Ce n'est peut-être pas le moteur, mais c'est le lubrifiant. Et là où elle est absente, bien sûr, ça grince, ça coince, et quelquefois ça finit par casser. Je pourrais parler également de cette gestion catastrophique des terres, de l'état civil et d'autres aspects qui ont fait justement qu'au fond, je ne voyais pas cette politique à laquelle je m'attendais, et en même temps également les réformes n'étaient pas là. Je pensais que Mohamed Abdelaziz était un réformateur. Malheureusement, j'ai découvert que c'était un conservateur. C'est vraiment dommage. Donc, ce sont les causes qui vous ont amené à quitter la majorité. Absolument. Très bien. Vous venez d'évoquer l'importance des décisions prises lors du dialogue de 2011. Donc, pourquoi n'avez-vous pas continué, surtout l'AP au moins, l'Alliance patriotiste, dans ce dialogue?
Écoutez, vous savez très bien également que ce dialogue de 2011 a fait l'objet de quelques actes bien sûr législatifs. Il y a eu des lois qui ont été prises, ce qui est une bonne chose, cela dit. Mais j'ai dit encore une fois que dans la pratique, ce qu'on avait donné de la main droite, on l'a retiré de la main gauche. Prenez l'histoire des candidatures indépendantes. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit que bon, ok, on va dans le sens de l'interdiction des candidatures indépendantes, mais on va créer des partis satellites qui vont en fait remplir la fonction que pouvaient remplir des candidatures indépendantes. Peut-être de manière un peu plus organisée, je dirais même peut-être un peu plus intelligente. Mais le résultat est là. Bon. La CENI. Prenons le cas de la CENI. La CENI a été l'une de mes grosses déceptions. Tout le monde sait que, évidemment, je ne veux même pas tirer sur un cadavre parce que je ne sais pas de quoi demain sera-t-il fait et qu'est-ce qui reste d'ailleurs de la CENI. Mais nous avons... Il ne reste que le comité des sages. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme très tôt par rapport à la CENI. La CENI, d'abord, son montage ça a été fait sous une forme de clandestinité. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place la CENI, encore une fois, comme je disais, la politique du pouvoir, c'était de reprendre de la main gauche ce qu'il a donné de la main droite. On a mis en place une CENI, mais on ne lui a pas donné de ressources légales pour pouvoir fonctionner. Et voilà comment dire, la bride par laquelle on tenait la CENI. Et la CENI est tombée dans ce piège parce que la CENI ne s'intéressait également qu'à avoir en fait des moyens qu'elle a d'ailleurs allègrement dilapidés. Voilà la situation de la CENI. Et la CENI ne s'est pas souciée de garantir ou d'assurer son indépendance. Nous l'avons décrié. Et vous savez que dans le cadre de l'initiative Messoud également, nous avons eu des contacts très étroits avec la CENI. Nous avons continué à défendre, bien sûr, le principe de l'indépendance de la CENI et la transparence du travail qui doit être fait par la CENI en termes d'organisation des élections. Malheureusement, tout ceci n'a pas été au rendez-vous. Il s'y ajoute que, si vous vous souvenez même, le discours de Mohamed Abdelaziz à Nema, il avait fait des concessions sur un certain nombre de choses, mais ça n'a pas été respecté. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'au fond, il n'y a pas grand-chose de sérieux qui a été fait. Et ceux d'ailleurs qui ont été aux élections eux-mêmes ont fini par s'en rendre compte parce que chacun, à un moment ou à un autre, a décrié la CENI, a décrié le travail qui a été fait. Or, la différence entre cette CENI et les CENI passées, c'est qu'on a donné à cette CENI le pouvoir, non pas de superviser des élections, mais d'organiser des élections. Et ça demandait un certain nombre de dispositions sur lesquelles, malheureusement, la CENI a été, passez-moi l'expression, assez légère. C'est vraiment dommage. Voilà, revenons un peu à la situation du pays actuellement. Quel regard portez-vous sur la situation qui prévaut actuellement en Mauritanie? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'abord, je dirais que la première des choses, c'est que nous avons des acteurs politiques qui se regardent en chien de faïence. Nous avons une situation économique qui est dégradée, alors qu'à l'époque, disons au moins pendant les 2 dernières années, nous avions une situation relativement très bonne. Non pas par d'ailleurs l'agissement ou la gouvernance qui était de mise, mais parce qu'il y avait une conjoncture internationale qui était très favorable au pays. Et comme nous sommes pour l'essentiel une économie de rente, nous avons pu profiter des cours très élevés de l'or, du pétrole, du fer et de nos ressources halieutiques dans le cadre de l'accord que nous avons avec l'Union européenne et les autres partenaires étrangers. Cette situation, aujourd'hui, n'est plus là. Et on se retrouve avec, bien sûr, une chute des matières premières. On se retrouve donc nécessairement avec des conditions de vie de plus en plus difficiles, alors que beaucoup de gens se plaignaient parce que la redistribution n'était pas là, parce que l'un des grands problèmes de notre pays, c'est que nous n'avons pas de mécanisme redistributeur, du point de vue en tout cas économique, et ça fait que la pauvreté s'est élargie. La situation du pays, c'est aussi la situation du monde rural. Vous savez que cette année, l'hivernage n'est pas au rendez-vous et ça va impacter à la fois l'agriculture et l'élevage. À ces différents facteurs, on peut parler aussi des problèmes sécuritaires. Problèmes sécuritaires
qui sont un réel problème avec l'augmentation des vols, des viols, et avec quelque part aussi en même temps cette non-visibilité de l'État, de cet État qui protège, de cet État qui sécurise. L'État n'est plus visible. D'où d'ailleurs le recroquevillement de beaucoup de groupes dans leur milieu classique, les groupes primaires dans leur milieu, que ce soit la tribu, que ce soit l'ethnie, etc. Et d'où aussi la propension au développement de certains groupes qu'on pourrait appeler aussi identitaires. Voici le tableau. Et aujourd'hui, il y a une question que je me pose. C'est quoi l'État? Qu'est-ce que l'État aujourd'hui pour les Mauritaniens? Je pense que cette question, quand vous la posez, vous, les journalistes, vous aurez des réponses différentes, mais en tout cas, ils vont se rejoindre sur un point. Que ce qu'on voit de l'État, c'est le laisser-aller ou la répression. Voici les deux, le laisser-aller ou la répression. Quand vous interrogez les populations de Niabina, qu'est-ce que l'État? Elles vont vous dire que oui, pour nous percevons l'État à travers ces forces de l'ordre qui un matin nous ont réveillés ou nuitamment nous ont réveillés pour nous encercler avec la gendarmerie, la police, la marine, à la recherche oui, et avec également des groupes civils, mais à caractère racial ou tribal. Mais je voudrais bien qu'on demande également aujourd'hui aux marcheurs de Zouérat qu'est-ce que c'est que l'État. Eh bien, ils vous diront que l'État, c'est certainement quelque chose de bien, mais nous, on nous a laissé à 25, nous sommes en rade à 25 km de Nouakchott, et également à la merci des serpents venimeux, sous le froid, et avec un certain dédain ou un certain mépris des autorités. Quand on demandera également ce que c'est que l'État aux marcheurs qui avaient quitté Bogué jusqu'à Nouakchott, dira oui, ce qu'on connaît de l'État pour l'essentiel, c'est des grands lacrymogènes et des promesses non tenues. Alors, où est le système éducatif? Quels sont les avantages? Où est le système sanitaire? Quand on demandera à beaucoup de malades c'est quoi l'État, ils vous diront oui, il y a certainement quelques évacuations qui se font par la CNAM, mais pour l'essentiel, quand vous partez dans les hôpitaux à Dakar, à Rabat, à Tunis, vous avez l'impression en tout cas que les Mauritaniens se soignent tous à l'extérieur. Voilà en tout cas un tableau que je peins, qui est peut-être un sombre tableau, mais voilà comment on peut percevoir l'État. Mais je vous demande en tant que journaliste aussi de demander aux populations, c'est quoi l'État pour vous? Et j'aimerais bien entendre les réponses. Non, non, c'est moi qui vous... Ce soir, c'est moi qui vous pose des questions, bon, Monsieur le Président. Excusez-moi. Très bien. Voilà, Monsieur le Président, dans un récent entretien accordé au journal Kalam, vous avez accusé le pouvoir de faire du surplace en matière de réforme territoriale, mais aussi de manque de vision. Sur quel point précis portent vos remarques? Eh bien, je vais vous le dire. J'ai dit que le pouvoir manque de vision parce qu'il ne nous dit pas où est-ce qu'il nous amène. Il ne nous dit pas où est-ce qu'on va, où est-ce qu'il nous amène. Regardez certains actes qui ont été posés. Il n'y a pas de cadre de cohérence par rapport à ce qui se fait, d'une manière d'ailleurs générale. L'éducation, le système éducatif, où est-ce qu'il va? Il y a eu des états généraux depuis lors. Quoi? Les réformes dont je parlais également. Mais je disais tantôt que nous étions d'accord pour un certain nombre de réformes institutionnelles, etc. Figurez-vous que nous avons raté le train de la décentralisation. Or, la décentralisation, elle aurait permis à nos collectivités locales, à nos localités à l'intérieur du pays de pouvoir mieux respirer. Elle aurait également permis de revoir, en tout cas, un certain nombre d'institutions que nous avons, de structures que nous avons. Quel est aujourd'hui, et là je l'ai dit brutalement, quel est l'intérêt d'un Sénat? Quel est l'intérêt d'un Sénat? Je ne parle pas de ces 2 tiers qui n'ont pas été renouvelés et que ces sénateurs qui se perpétuent ad vitam aeternam à leur poste. Je n'ai rien d'ailleurs contre les sénateurs pris individuellement, mais je parle de l'institution en tant que telle. Quel est l'intérêt d'une telle institution pour notre pays? Est-ce qu'il ne valait pas mieux avoir une institution qui représenterait davantage les collectivités locales et rationaliser ces institutions avec d'ailleurs un conseil économique et social? On n'a pas besoin
comme le font certains, on n'est pas obligé d'imiter ce qui se fait en France et rationaliser ces institutions. On aurait pu avoir un collège qui représenterait le Conseil économique et social, un collège qui représenterait bien sûr les collectivités locales, et pourquoi pas d'ailleurs un collège qui représenterait les communautés. Ce serait une institution qui serait une institution à la fois bien sûr, comment dirais-je, une institution de suivi de l'action gouvernementale, de conseil, mais en même temps également qui aurait même une compétence législative sur un certain nombre de domaines, notamment pour ce qui a trait, par exemple, au budget des collectivités locales. Nous traînons les mêmes unités administratives. Savez-vous que l'arrondissement a été supprimé du point de vue légal, mais jusqu'à présent, on continue à nommer des chefs d'arrondissement? Au nom de quoi? On continue à nommer des chefs d'arrondissement, mais l'arrondissement en tant que tel a été supprimé dans la nomenclature administrative territoriale. Au lieu de créer comme ça, à la va-vite, Chami, Mbekir Lahwash, etc., mais il fallait réfléchir dans un cadre plus national pour revoir en fait ces différentes collectivités qui ont été du territoire, qu'il s'agisse du département, qu'il s'agisse de la commune, parce que vous savez qu'il y a aussi des territoires non communalisés en Mauritanie jusqu'à présent. Il y a des populations qui ne sont dans aucune commune. C'est-à-dire des populations qui ne sont dans aucun cadre communal, parce que le découpage a été fait de telle sorte, il a été mal fait de telle sorte justement qu'il ignorait tout simplement certaines portions du territoire. Bon, et sans compter également qu'il y a une nécessité, je l'ai souvent dit, à la fois d'un découpage ou d'un redécoupage administratif, mais également d'un redécoupage électoral. Parce que c'était injuste, la règle qui a été établie. D'abord, les communes ont été créées dans un contexte particulier où elles n'étaient pas, beaucoup d'entre elles ne sont pas viables. Et les communes ont été créées sur des bases également politiques, où on voulait satisfaire un chef par-ci, par-là, et on a voulu découper le territoire, et on en est resté là jusqu'à présent. Il y avait lieu de revoir cette situation, et on a eu le temps pour le faire. Mais on ne l'a pas fait. Donc voilà, quand je disais qu'il fallait revoir le redécoupage à la fois administratif et électoral, je pensais à cela. On a fait du colmatage lors du dialogue de 2011 par rapport au découpage électoral. Est-il normal qu'un département comme celui de Sélibabi, qui est 4 fois plus peuplé que 6 départements réunis en Mauritanie, est-il normal que Sélibabi ait 4 fois moins également, ou 3 fois moins au moins, de parlementaires? Nous avions un rapport de 3 à 4 parlementaires pour Sélibabi, contre 12 pour 6 régions, pour 6 départements pris à titre d'exemple en Mauritanie. Est-il normal? Alors que la population du département de Sélibabi est au moins 4 fois supérieure à la population de ces départements réunis. Or, si on peut comprendre que le sénateur représente un territoire, on ne peut pas le comprendre pour un député, il doit représenter des populations. Et ce n'est pas équitable également comme règle. Donc il y a lieu de revoir notre architecture en fait territoriale. Et dans la perspective aussi du développement, pas seulement pour des raisons d'ordre politique ou purement administrative, mais dans la perspective du développement. Oui, c'est vrai. Donc, parlons un peu de la situation socio-économique, toujours marquée par une crise multidimensionnelle, ce que vous avez dit d'ailleurs dans l'une de vos interviews, caractérisée par une exclusion sociale, économique de la majorité de la population de notre pays. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, clairement, vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, je pense que certains de mes amis n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus. J'ai l'habitude de dire que la Mauritanie est un pays extrêmement fragile. C'est un État, évidemment tous les États africains sont artificiels, quelque part. Ils sont tous artificiels. Mais il y a des facteurs de complication plus évidents dans certains pays, dans certains États plutôt que chez d'autres. Et ces facteurs de complication, on les retrouve essentiellement, en tout cas pas uniquement, encore une fois je veux être clair sur ce point, mais on les retrouve sur un arc de crise qui sépare l'Afrique ou qui divise l'Afrique d'est en ouest.
Et on a vu les effets dévastateurs justement de ces facteurs de crise. Si vous prenez le cas de l'Éthiopie au départ, c'était l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est devenu deux États. Si vous prenez le cas du Soudan, c'est devenu deux États. Si vous prenez, cette crise traverse également dans une certaine mesure, y compris la Libye, l'Algérie, mais de manière plus certaine le Niger et le Mali. Et nous voyons le Tchad également, et nous voyons également ce que cela veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que les zones de contact sont potentiellement des zones de rupture. Et que cela introduit des fragilités qui peuvent être exploitées, bien sûr, par les mal intentionnés ou ceux qui ont des intérêts, justement, à diviser. Et nous devons faire attention par rapport à cela. En plus de cela, en tant que société, nous sommes une société à base ethnique, mais également à base de caste. Or, si on prend la composante arabo-berbère de la Mauritanie, nous avons ce problème Haratin, parce que sociologiquement, socialement, culturellement ou sous-culturellement, il constitue une entité historique. Et les clivages historiques ou traditionnels sont encore présents dans la société actuelle. Mais si on prend également les communautés négro-africaines, on retrouve ce phénomène de caste peut-être à un degré moindre, qui est voilé ou masqué également par un certain nombre de considérations. Mais tout ceci, en tout cas, pour dire quoi? Pour dire que la situation, nous devons faire attention à la réalité sociale de notre pays, qui est une réalité faite de fragilité. Et que si, par extraordinaire, encore une fois, que la pauvreté épouse le profil également, soit d'une ethnie, soit d'une composante, et il est évident que c'est un facteur d'aggravation, c'est un facteur, je dirais, de déflagration dans notre pays. C'est de cela que je parlais fondamentalement. Nous avons aujourd'hui, on voit bien ce qui s'est passé tout récemment avec l'arrestation des éléments de IRA. Mais encore une fois, il s'agit d'un malaise d'une société globale qui peut s'exprimer à travers telle ou telle manifestation qu'on aurait tort d'interpréter automatiquement comme étant une forme de je ne sais quel irrédentisme ou quel sectarisme, qu'on aurait tort. Voilà peut-être le cadre dans lequel j'avais évoqué ces problèmes. J'ai oublié la question qui avait été posée par le journal d'ailleurs, mais en tout cas, évoquant les problèmes d'ordre sociaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, c'était essentiellement par rapport à cela. Il faut savoir également, et nous le savons, que l'expérience du vécu intercommunautaire n'a pas été heureuse, n'a pas été toujours heureuse par la faute des politiques, par la faute des gouvernants. Les populations mauritaniennes, qu'elles soient négro-africaines ou arabes, en tant que telles, ont toujours pu contenir leur divergence, leur conflit. Mais ça a été surdéterminé, ça a été renforcé bien sûr par, à la fois je dirais, les politiques inappropriées, mais aussi bien sûr par des groupuscules intellectuels, généralement, qui ont exploité les différences justement pour évidemment se positionner. Mais nous devons faire attention à cela parce que la gestion par les gouvernants a été une gestion calamiteuse, désastreuse. Vous vous souvenez de cette situation des événements de 89, mais avant ça déjà, on avait les premiers signes avant-coureurs depuis que l'État mauritain est un État moderne. Bon, mais il se trouve simplement, ou est un État indépendant, il se trouve simplement que certains gouvernants ont été certainement plus intelligents que d'autres. Et je dois le dire, malheureusement, que sous les régimes militaires d'une manière générale, la question, je dirais, de vivre ensemble a été mal gérée, d'une manière générale. La situation s'est aggravée à tel ou tel moment, en fonction, bien sûr, peut-être, je dirais, de la prégnance idéologique de tel ou tel groupe de gouvernants, mais la question s'est aggravée en raison surtout de l'incompétence de ceux qui nous ont dirigés. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a favorisé exactement ce discours
qui devient quotidien, discours sectaire, par-ci, par-là, les haratines, les négros africains, les bédans, ces trucs-là, nous étions à l'abri de tout ça il y a quelques années. Bon, moi je pense que quand on refait déjà un peu, j'ai l'habitude de dire que les Mauritaniens se sont peu parlé. Les Mauritaniens se sont peu parlé. Et sous le régime du parti unique, on avait comme discours dominant l'idéologie de la construction nationale. On minimisait ou on minorait en tout cas les considérations d'ordre ethnique, d'ordre tribal, non pas qu'elles n'étaient pas présentes dans la société mauritanienne, mais il n'y avait pas, on ne les favorisait pas. Au contraire, bien au contraire. Il fallait faire la patrie mauritanienne, il fallait construire un État-nation, etc. C'était cette idéologie, sous le parti unique, qui était l'idéologie en tout cas dominante. Et ça coïncidait aussi avec une période où nous avions à l'époque des idéologies à grande portée, au niveau même international. Les grands clivages, c'était entre le marxisme, lénisme, maoïsme, et ça traversait. Et le national arabe, panafricain, ça traversait la société mauritanienne. Les ferments étaient déjà là dans les années 70, c'est vrai. Mais grâce justement à ces convergences qui faisaient justement que les gens luttaient bien contre l'impérialisme, contre ceci, contre cela, etc., eh bien ça soudait un peu mieux, un peu plus les Mauritaniens. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit, malheureusement, les régimes militaires, c'est des régimes d'exception. Et ça a permis la prolifération des groupuscules. Parce que c'est des cultures, en fait, de lobby qui se sont développées et le nationalisme a prospéré à l'ombre, justement, de ces lobbies. D'où la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés dans les années, d'ailleurs, je dirais 79, dans les années 79, les années 80. Bon, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance des militaires a fait le reste. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, je ne dis pas que les militaires n'ont pas le droit de s'intéresser à la chose publique, mais je dis simplement que l'expérience vécue par nous en Mauritanie nous amène à dire que les militaires devraient sortir du champ politique. Bon, maintenant, vous parlez de ces groupes qui existent aujourd'hui, mais je crois qu'on aurait tort d'assimiler cela tout simplement à des groupes, que sais-je encore, des petits groupes identitaires, groupusculaires, etc. Non, c'est toujours un peu la partie visible de l'iceberg. Ouais, ça veut dire que nous avons atteint un stade de déliquescence de notre société, encore une fois par la faute des politiques, telle que ces groupes ne sont que l'expression plus ou moins avancée d'une situation globalement dégradée. C'est-à-dire que ces groupes expriment de manière parfois violente, parfois agressive, ce qui est une tendance. Mais il faut revenir maintenant aux causes profondes. Pourquoi cette tendance existe elle-même? Mais elle existe parce que malheureusement, nous n'avons pas eu des pouvoirs qui puissent distribuer la justice de manière équitable entre les Mauritaniens. Et surtout à partir du moment où on a donné à un moment ou à un autre l'impression que le pouvoir se confond à tort avec une communauté, les autres perçoivent le pouvoir comme étant le pouvoir d'une communauté. Même si d'ailleurs, je dis bien à tort parce que parmi les exclus ne sont pas seulement que les autres, c'est aussi dans cette communauté qu'on retrouve des exclus. Mais c'est une logique d'exclusion qui amène justement en fait à avoir un pouvoir qui peut être en certain moment un pouvoir anti-noir. Ensuite, il sera anti-telle région. Ensuite, il sera anti-telle ethnie. Ensuite, il sera anti-tel groupe, tel clan, etc. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous avons atteint le sommet, je dirais quelque part, le sommet en fait de ces divisions, de ces clivages. Et moi, je me souviens très bien, dans les années en 89, lors des événements de 89, nous étions là, et le pouvoir
vendez l'idée que nous sommes là pour vous défendre, vous les Arabes, contre le péril noir. C'était ça le discours. Mais naturellement, certains Arabes sont identifiés à cela, surtout les Chauvins qui ont couru pour dire que mais bravo, banco, nous avons pour une fois un pouvoir qui va nous débarrasser de cette frange. Là, c'était contre les Sénégalais, pas oui, les... non, contre les Noirs. Je parle bien de 89. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après les événements de 89? Nous avons commencé à entendre un discours également que les gens du Sud, les gens du Trarza, les morts du Trarza, disons-le, les morts du Brakna, ne sont pas aussi chauds que cela par rapport à notre vision, etc. Bon, et progressivement, c'est devenu un problème entre également tribus et au sein même de la même tribu. Donc, j'ai dit simplement, les exclusions fonctionnent comme des logiques, en fait, qui finissent par broyer leurs propres auteurs. Et c'est cela le danger. La Mauritanie a tout intérêt, d'abord, à susciter le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue intercommunautaire s'impose. S'impose, absolument. Comme le dialogue politique tout court, il s'impose. Tant qu'on ne perçoit pas cette nécessité et tant qu'on ne va pas franchement dans cette direction, je pense qu'on ne pourra pas avoir la paix, la stabilité et le développement. Mais comment pensez-vous? Comment peut-on régler ce problème exactement, définitivement? Mais il faut absolument qu'il y ait des assises. De deux choses l'une. Comment se règlent les problèmes? Même quand on va en guerre, on finit quand même par s'asseoir autour d'une table pour discuter, pour trouver des solutions. Si nous pouvons faire l'économie d'une guerre, eh bien, asseyons-nous autour d'une table et discutons. Aujourd'hui, nous avons deux ordres de priorité. Nous avons ces questions de vivre ensemble, qui sont des problèmes d'ordre communautaire. Et parce que l'expérience a été tragique, et au juger de cette expérience, on sait parfaitement que le clivage a été un clivage pour l'essentiel négro-africain contre arabe, malheureusement. Ça a été vécu comme cela, ça a été perçu comme cela, et ça continue à entraîner la méfiance entre les communautés. Il faut trouver une solution à cela. Mais, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que les zones de contact sont potentiellement des zones de rupture. Parce que justement la gouvernance n'a pas été au rendez-vous, n'a pas été à la hauteur, ces fragilités que j'évoquais ont pu déjà se produire dans notre pays. Mais je suis convaincu que nous ne pourrons pas supporter. La Mauritanie ne supportera pas un deuxième coup des événements de 89. C'est-à-dire que c'est l'État qui va éclater, qui va voler en éclat, tout simplement. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous en garde. Oui, que Dieu nous en garde. Mais Absolument. alors, le dialogue, d'abord, le dialogue devrait se faire au niveau des politiques, mais nous savons que ce qu'on appelle les forces politiques, à elles seules, elles n'épuisent pas la totalité du corps social. Ça veut dire qu'elles ne sont pas à elles seules suffisantes pour dire que nous pouvons répondre de tout et tracer et définir et arrêter des solutions également pour tout le monde. Mais elles sont indispensables et incontournables à un moment ou à un autre. Il faut donc un dialogue national. Oui, mais pourquoi les partis politiques? Tout malheur, parfois on dit que tout malheur vient des politiques. Pourquoi les partis politiques ne fassent pas des journées de réflexion, même sans pour autant attendre de signal du pouvoir? Bon, il faut dire pour régler ce problème et appeler les gens à se concerter et à mettre fin à ces discours xénophobes, dirais-je. Oui, il vous souvient tout de même que lors des assises du FNDU, nous avons abordé ces problèmes. Et nous avons avancé des solutions qui sont des solutions, de mon point de vue, justes, courageuses, qu'il faut approfondir, bien évidemment. Nous nous sommes prononcés sur la question des langues, nous sommes prononcés sur la question de l'éducation, nous sommes prononcés sur la question du vivre ensemble et des mécanismes pour renforcer l'unité nationale. Ce n'est pas assez, parce que ce n'est pas seulement qu'un problème d'une partie de la classe politique. Ce doit être un problème de toute la classe politique. Pour qu'il y ait des consensus forts sur lesquels ils peuvent s'accorder. Les partis politiques, ils essayent tant bien que mal de jouer leur rôle. Nous avons nos prochaines assises au mois de mars. Nous allons approfondir ces questions également. Les questions de l'unité, les questions de la démocratie. Oui, mais ça, c'est entre quatre murs. Pourquoi ne pas sortir dans les rues, sortir dans les adouabas, pour éviter aux populations... Oui, je vous signale également que... Par exemple, au citoyen lambda lui-même de s'interroger parfois sur ces trucs politiques. Non, je vous signale que naturellement, nous avons un programme.
Le programme que nous avons, le plan d'action que nous avons, nous allons partir, nous allons déployer à l'intérieur du pays, à la fois pour sensibiliser les populations et pour aussi installer les structures du FNDI à l'intérieur du pays. Mais je crois aussi que chaque parti pris isolément a un travail à faire. Voilà. Mais ça ne dédouane pas l'État. Pas du tout. Au Mais contraire. le pouvoir... Il faut dire à l'État, écoutez, vous êtes au pouvoir, ok, mais nous pouvons jouer le rôle d'unificateur. Bon, vous me dites qu'il faut dire au pouvoir, mais que de choses avons-nous dites au pouvoir? Mais écoutez, le pouvoir, bon, si le pouvoir ne nous entend pas, allons-nous éviter à ce peuple une guerre civile, pourquoi pas? Mais nous travaillons à cela, dans tous les cas. Nous nous sommes fait quelque part une raison, je dirais même une religion. Mais nous travaillons à cela. Vous savez, il y a un proverbe bien de chez nous également qui dit qu'il est plus facile de réveiller celui qui dort que celui qui fait semblant de dormir. Les raisons pour organiser en tout cas un dialogue national sérieux, un débat profond, pour reprendre les choses en main existent en Mauritanie. Ces raisons sont là, elles sont évidentes. Mais il me semble que le pouvoir n'est sensible qu'à la pression. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que le risque, bien sûr, c'est que nous autres, même hommes politiques ou partis politiques, et le pouvoir, le risque est que nous soyons confondus dans une même défaite et que nous soyons dépassés, débordés, évidemment, par d'autres qui, justement, diront que de toutes les façons, ils sont presque tous pareils. Et je me demande si ça n'a pas commencé. Voilà. Exactement. Des formations politiques membres du FNDI ont condamné l'arrestation des militants d'IRA qui ont participé récemment à la caravane organisée par l'ONG Kautal. Et dénoncé l'inertie du pouvoir face à la montée des discours xénophobes. Quelle lecture faites-vous de ce genre de prise de position? Je pense que nous sommes dans notre rôle, en tant que parti politique, de nous prononcer sur des questions majeures qui peuvent évidemment hypothéquer la stabilité du pays. D'abord, par rapport à cette caravane, je voudrais dire trois choses. Cette caravane qui était organisée par, pas seulement Kautal, bon, Kautal était le chef de file. Oui, Kautal était le chef de file, l'IRA était un invité au même titre que 6 autres organisations, il y a 8 organisations. Mais je voudrais dire d'abord que la procédure, toutes les procédures légales ont été respectées par Kautal au moment de l'organisation de la caravane. La deuxième chose, c'est que si l'administration estime qu'il peut y avoir un trouble quelconque à l'ordre public, on arrête une caravane avant qu'elle ne commence. Pas à la fin de cette caravane. C'est à 2 km de Rosso qu'on leur a dit que vous n'êtes pas les bienvenus à Rosso. Rosso, que je sache, est quand même en Mauritanie. Et pourquoi des citoyens mauritaniens n'auraient pas le droit de rentrer dans une ville mauritanienne? Mais la troisième chose également, c'est que j'observe qu'il y avait 8 organisations, mais au finish, on n'a arrêté que les militants d'IRA. On n'a arrêté que les militants d'IRA au finish. Bien sûr, il y a eu le président de Kautal qui a été arrêté, mais libéré sous caution judiciaire. Je vois simplement, j'en tire comme leçon qu'il y a la discrimination même dans la répression. Or, on n'a pas parlé, c'est d'ailleurs, et on le voit, si nous dénonçons cela, c'est parce que c'est un mauvais prétexte. Tout se passe comme si on voulait en découdre avec cette organisation du nom de IRA. Mais malheureusement, là encore, le pouvoir a pris un mauvais prétexte pour s'attaquer à l'IRA. Et je puis vous assurer que le pouvoir a déjà perdu la bataille de la communication. Il ne reste plus maintenant que la justice entre relever la tête et la baisser, mais en tout état de cause, elle risque de ne pas sortir grandi de cette affaire, de cette épreuve. C'est dommage. L'État n'est fort que lorsqu'il est juste. Absolument. Espérons. Commentant les revendications d'autonomie des provinces du pays posées par les Flammes, vous aviez dit
que ce mouvement pose un vrai problème, mais n'apporte pas de réponse satisfaisante. En quoi l'autonomie des provinces sud du pays vous paraît-elle un vrai problème? Le vrai problème, il n'est peut-être pas dans l'autonomie, c'est une réponse, je pense. L'autonomie est une réponse à un vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous avons un pays divisé. Le vrai problème, c'est que nous avons une crise de confiance entre, je dirais, les communautés, mais surtout entre l'État et les communautés. Le vrai problème, c'est que nous faisons face aujourd'hui à une situation des droits de l'homme qui n'est pas encore réglée sur le fond, et qu'il y a des aspects à la fois conjoncturels et structurels de ces questions dites à la fois du vivre ensemble qui ne sont pas réglés. Et quand on revient un peu sur, mais ce n'est qu'un exemple, quand on revient sur ce qui s'est passé à Nyabina, mais ça montre en réalité, ça montre les problèmes objectifs de la Mauritanie. Voici une communauté, pour l'essentiel Pulaar, de la vallée, qui, parce qu'il y a une personne qui a perdu son chameau, on encercle tout un village, on nue Tama, et les forces de l'ordre, l'administration, des groupes civils, encore une fois à caractère racial et tribal, se liguent ensemble, pratiquement, pour prendre en otage tout un village. Je disais tout à l'heure, demandez aux populations de Nyabina ce que c'est que l'État pour ces populations-là. Pour ces populations-là, eh bien l'État c'est cela, c'est cette force brutale qui les a réveillés nuitamment et qui est prête à en découdre avec eux. N'eût été d'ailleurs certains de leurs sages qui ont fait preuve de retenue et de conciliabule. Mais alors, je reviens sur le vrai problème qui est posé, c'est comment justement, certains disent cohabitation, ce n'est pas une expression que je préfère, je préfère qu'on parle du vivre ensemble. Le vrai problème, c'est comment vivre ensemble. Et comment éviter à la Mauritanie ce qui s'est passé ailleurs. Parce que nous ne sommes ni pires, ni meilleurs que les autres peuples. Vous savez, moi, au cours de ces 15-20 dernières années, j'ai visité au moins 35 pays d'Afrique. Je dis bien au moins, pas en touriste. Parce que pour l'essentiel, je faisais des missions en consultant, je suis venu dans ces pays. J'ai vu des pays qui étaient au bord de la guerre civile, au bord du précipice, et je suis venu dans des pays qui étaient pratiquement en guerre, et je suis venu dans des pays post-conflit. Mais je peux vous assurer que tous les ingrédients d'un pays au bord de la guerre civile, tous les ingrédients d'un pays au bord de la catastrophe sont présents également chez nous. Mais, quand on fait la politique de l'Autriche, bon, on voit venir les choses que quand elles vous tombent sur la tête. Nous avons ce problème d'esclavage, de pratiques esclavagistes dans notre pays, c'est une réalité. Il y a certainement des séquelles également, mais il y a des pratiques. Il y a pratiques à partir du moment où elles s'intègrent dans des systèmes, dans des modes de production, dans des rapports de production. Il y a pratique de l'esclavage dans notre pays. Et ce qui s'est passé, l'une des raisons pour lesquelles cette caravane s'est déployée entre Bogué et Rosso, c'était justement pour sensibiliser les populations sur leurs droits, pas seulement au sens large, l'esclavage foncier est un élément, mais c'était aussi les problèmes d'expropriation. Mais autant l'État a le droit de prendre une loi, mais autant l'État a le devoir de respecter ses propres lois. Ce qui se fait là-bas ne respecte ni le code pastoral, ni le code foncier, ni le code de l'environnement. Aucun de ces codes n'est respecté. Et comment d'ailleurs, vous savez, en matière de développement, on dit bien, ce que vous faites pour moi, faites-le avec moi. Comment on peut chercher le bonheur des populations sans parler aux populations? Voilà les équations auxquelles nous sommes soumis. Maintenant, revenons à cela. Est-ce que la solution se trouve dans l'autonomie des régions? Je l'ai dit comme je le pense. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais en revanche, je suis convaincu qu'il y a
beaucoup de choses à faire dans le cadre d'une décentralisation renforcée. Je suis convaincu que décentralisation et développement local constituent un couple qui peut marcher ensemble. Et des exemples existent également en Afrique, où cela a été tenté, où cela également marche. Donc pourquoi s'en priver? En tout état de cause, encore une fois, quel que soit, on peut apprécier être pour ou contre, mais je dis bien que les Flammes ont eu le mérite quand même de poser le problème. Ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas les premiers d'ailleurs, mais ils posent un problème réel. Comment faire pour que les Mauritaniens vivent mieux, vivent ensemble? Voilà, je pense, l'équation. Mais ça ne se fera qu'au travers, justement, d'un débat de fond sur ce vivre ensemble, cette nécessité de vivre ensemble. D'autant plus l'expérience récente a été assez tragique et elle continue encore à être perçue comme telle. Vous avez la question des... vous avez le problème des déportés qui sont revenus et qui, pour beaucoup encore aujourd'hui, sont quelque part des réfugiés dans leur propre pays. Mais vous avez aussi cette question du passif humanitaire. Vous savez, quand on sait que les victimes des exécutions extrajudiciaires, rien qu'en milieu militaire, dépassent le nombre de 500, je dis qu'on ne peut pas fermer les yeux et faire comme si ça n'a pas existé. C'est vrai. Monsieur le Président, si je vous dis par exemple, quel conseil donneriez-vous dans ce cas précis au président Mohamed Abdelaziz? Que lui diriez-vous? Ah, écoutez, vous savez, d'abord, je rappelle cette phrase de Machiavel. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il disait que seuls les princes déjà sages eux-mêmes peuvent être bien conseillés. Ouais. Or, je lui souhaite beaucoup de sagesse. Très bien. Donc, on me signale que c'est la fin de l'émission, mais avant de clore cette émission, afin de mettre fin à cette émission, je voulais que vous nous résumiez les 4 résolutions de la situation que vous avez, vos résolutions, votre parti lors de votre congrès, après votre anniversaire. Bon, rapidement, en tout cas, il y a une résolution sur la vie du parti. Et cette résolution, à la fois, elle demande à la direction du parti d'engager des missions de sensibilisation auprès des militants du parti, mais en même temps, elle accepte le principe que le parti se regroupe avec d'autres partis, sous réserve bien sûr que le parti soit informé à temps et qu'il prenne également la décision au vu des discussions qui vont sortir de ce cadre de regroupement. Parmi nos résolutions, nous avons abordé également la question de la situation politique. Nous avons réaffirmé la nécessité du dialogue, mais nous disons que le dialogue se fera avec le FNDU. Mais que nous restons disponibles pour le dialogue, mais un dialogue sérieux. Nous avons également évoqué la situation même internationale, parce qu'il vous souvient qu'il y a les changements qui sont intervenus au Burkina Faso, que nous avons appréciés positivement. De même également, nous avons apprécié positivement les élections législatives qui viennent de se dérouler en Tunisie et qui constituent évidemment un motif de satisfaction dans un monde arabe en ébullition, en turbulence. Naturellement, nous avons eu à rappeler l'importance du front intérieur pour lutter contre le terrorisme également. Et nous sommes absolument inquiets de la propagation du djihadisme d'une manière générale, du terrorisme en tout cas, au Sahel, et de la présence des terroristes dans notre environnement également immédiat. Voilà les quelques-uns des éléments de la résolution, et il a été demandé expressément donc au parti d'organiser des jeunes réflexions sur l'unité nationale, les mécanismes de renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Et pas seulement pour le parti, nous le faisons, nous allons inviter les autres également, les autres forces politiques. Et s'il y a des forces politiques, y compris la majorité qui souhaiterait d'ailleurs venir à cela, ce sera ouvert. Très bien, Monsieur le Président. D'abord, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions sans détour, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous sera pris pour la semaine prochaine avec un autre président de parti, Inch'Allah. Au revoir.